À la charnière entre les deux Amériques, le Nicaragua est le plus vaste des États dans la mosaïque qui constitue l'Amérique centrale. La superficie du territoire est néanmoins 4 fois plus petite que celle de la France. L'océan Pacifique et l'Atlantique, avec la mer des Caraïbes, bordent des plaines côtières plus ou moins larges. L'ossature du pays repose en partie sur différentes chaînes de moyennes montagnes où pointent une quarantaine de volcans. 6 d'entre eux ont été en activité au cours des 100 dernières années. Beaucoup de paysages nicaraguayens témoignent des manifestations géologiques qui ne cessent de remuer l'Amérique centrale depuis sa formation. Les sols enrichis par les matières volcaniques alternent avec les zones quasi désertiques. Et la forêt tropicale offre un abri providentiel à une faune très diversifiée. Les oiseaux apprécient les innombrables points d'eau douce et partagent leur milieu de vie avec des espèces hautes en couleur. Aussi loin que l'on remonte dans la nuit des temps, le Nicaragua porte les marques de plusieurs migrations humaines, notamment en provenance du Mexique. Elles se succédèrent jusqu'au début du XVIe siècle, à l'arrivée des colons espagnols. Ceux-ci introduisirent le catholicisme. Ils répandirent leur architecture et imposèrent leur vision du monde. Lorsque l'Espagne consentit à l'indépendance de sa colonie, les tensions internes s'accentuèrent avec la complicité des États-Unis. Elles aboutirent à la dictature de la famille Somoza, qui avait éliminé l'opposant Sandino en 1934. Après 40 années de dictature, les sandinistes finirent par prendre en main la destinée du pays. Mais l'ombre du passé plane encore, malgré l'instauration de la République au Nicaragua. Les mestizos, les métis, composent l'essentiel de la population où apparaissent encore les lointaines origines amérindiennes. Grâce à l'éducation et à la formation professionnelle, l'avenir commence à sourire au Nicaragua. Mais il reste beaucoup à faire, car le revenu par habitant est le plus bas de toute l'Amérique latine et le pays figure encore parmi les plus pauvres au monde. Les efforts pour valoriser le patrimoine colonial n'en sont que plus méritoires. Les lignes fluides de l'architecture contemporaine et ses courbes géométriques répondent aux ondulations baroques des églises. La lumière de la foi catholique est toujours aussi vive dans le pays pour la grande majorité de la population. Les fêtes religieuses perpétuent des traditions elles aussi très vivaces. Les costumes chamarrés et les rythmes ancestraux semblent toutefois marquer le pas devant les nouvelles tendances. Malgré les premières lueurs d'espoir, le développement économique du Nicaragua est retardé par le manque d'équipements et les moyens dérisoires. La bonne volonté n'est pas suffisante quand les graines de café sont mûres et que les mains ne suivent pas. Tous les secteurs d'activité pâtissent de machines obsolètes et d'outils de production peu rentables. Et pourtant, le pays possède pas mal d'atouts, notamment dans le domaine agricole. Les terres fertilisées par les volcans permettent à l'agriculture d'assurer 35% du produit intérieur brut. Mais les récoltes sont trop souvent compromises par les aléas climatiques. À côté d'une main-d'œuvre peu qualifiée, il existe au Nicaragua un artisanat très raffiné. Il valorise depuis des siècles avec bonheur les matériaux et les techniques des peuples réunis ici par les hasards de l'histoire. Les méthodes artisanales n'empêchent pas le pays d'attirer les investisseurs en se dotant d'infrastructures plus performantes. Les échanges sont facilités par l'accroissement progressif du réseau routier. Bien qu'elles soient mieux adaptées au trafic en hausse, les routes desservent surtout la moitié occidentale du pays. Entre l'ancien et le moderne, il n'y a qu'un pas au Nicaragua. Mais tout le monde ne dispose pas encore d'un accès immédiat aux techniques de pointe. Avec l'aide internationale, le pays a pris son destin en main. Le décollage peut paraître très lent, mais le meilleur reste à venir. Au bord du lac de Managua, la capitale est établie sur une zone volcanique, comme en atteste le cratère rempli d'eau de la Laguna de Tizcapa.
La ville, envahie par la verdure, manque de repères visuels, à part les ronds-points, les rotondas. Santo Domingo étend ses bras protecteurs sur une ville qui se développe rapidement. La cité regroupe en effet le quart de la population nationale. Managua a été rudement éprouvée par les tremblements de terre. Celui de 1972 fit de nombreuses victimes et détruisit une grande partie du centre historique. Certains bâtiments sinistrés attendent toujours leur restauration. C'est le cas notamment de la cathédrale de Santiago de los Caballeros. Les stigmates de la révolution sandiniste s'ajoutèrent aux dégâts provoqués par les séismes. Elle était à peine terminée qu'un tremblement de terre l'ébranla déjà en 1931. Tout proche de la vieille cathédrale, le palais présidentiel arbore le triangle emblématique, symbole d'équilibre et d'égalité. Au Palacio Nacional, Somoza réunissait ses ministres à l'étage. En août 1978, les révolutionnaires firent irruption dans le bâtiment déguisés en gardes nationaux. Ils prirent de nombreux otages et en 2 jours, les soldats sandinistes obtinrent satisfaction dans leurs revendications. C'était la victoire décisive d'une révolution inspirée par Augusto César Sandino, assassiné 44 ans plus tôt. Il faudra attendre 1 an de plus pour assister au départ définitif de Somoza en 1979. Un seul immeuble de haute taille échappa au séisme de 1972. Aujourd'hui, la végétation monte à l'assaut d'une architecture qui doit élargir ses assises pour résister aux tremblements de terre. Faute de moyens, les normes antisismiques commencent seulement à être appliquées pour les nouvelles constructions. Les demi-sphères blanches donnent un petit air de mosquée à la nouvelle cathédrale de l'Immaculée Conception. Pour une population dont la moitié n'a pas 16 ans, la vie se résume souvent à la recherche des moyens élémentaires de subsistance. Comme le chômage touche le quart de la population en âge de travailler, beaucoup de Nicaraguayens doivent se contenter d'emplois précaires ou occasionnels. Les automobilistes sont les premiers sollicités par les vendeurs en tout genre. Où est l'agua? Agua. Au milieu du flot d'automobiles, ou dans les ateliers improvisés à même le trottoir, règne la débrouille généralisée et la volonté obstinée d'en sortir. La fierté nationale est intacte et pas question de s'endormir sur son stock de hamacs. On en fait 2 par jour. Pour utiliser les tirelires en terre cuite décorés à la main, encore faudrait-il pouvoir épargner. Dans les difficultés, les Nicaraguayens ne manquent pas d'humour. Ils ne manquent pas d'astuces non plus. Exemple, la technique pour éplucher les oranges. Les produits alimentaires ouvrent l'appétit sur les étals du marché central, malgré la chaleur. Pour être sûr de la fraîcheur des produits, le mieux, c'est de les acheter vivants. Et pour l'iguane, pas question de s'échapper. C'est bien ce qui l'inquiète, car il sait qu'il ne va pas tarder à passer à la casserole. En quittant Managua vers le nord, en direction d'Esteli et Matagalpa, le pays présente une toute autre physionomie. La plaine littorale s'efface derrière la route qui bientôt se heurte au relief. Au nord, à proximité du Honduras, l'altitude peut atteindre les 2000 mètres. Ici, les conditions idéales sont réunies pour la culture du caféier. Une allée de palmiers royaux mène à la Cumplida, une exploitation dirigée par un ingénieur agronome français, Clément Ponson. Lorsqu'il acquit le domaine,
une des priorités de l'agronome fut un important travail de reforestation. Pour entretenir les sous-bois, il fit notamment appel à la collaboration de moutons, une main-d'œuvre gratuite qui de plus fertilise le sol. À l'origine, la Cumplida était vouée à la seule production du café. Mais d'autres espèces furent rapidement introduites par le nouvel exploitant pour diversifier les récoltes et fournir au personnel une partie de son alimentation. Son expérience permet à l'ingénieur de tester l'implantation de nouveaux végétaux. C'est un colorant naturel qui est utilisé aussi bien dans l'alimentation que maintenant de plus en plus comme substitut de colorants artificiels. Un tel fruit, originaire de Madagascar, ouvre d'intéressantes perspectives. La forêt primaire occupe à l'état naturel une partie de la propriété. Elle comporte de nombreuses espèces, parfois peu connues, qui peuvent enrichir le patrimoine de la plantation. À l'abri de toiles qui les protègent des ardeurs du soleil, les fougères sont un autre exemple de diversification pour l'entreprise. Cette plante fournit aussi du travail quand le café a été récolté. La fougère est une plante de sous-bois. Elle apprécie l'ombre et l'humidité. Pour l'élégance de son feuillage toujours vert, la fougère est exportée en Europe et en Asie. Les fleuristes l'utilisent comme support de leurs bouquets ou de leur création florale. Le goût et le parfum du café dépendent de l'espèce, mais aussi de l'altitude à laquelle il est cultivé. Le café du Nicaragua est très apprécié sur le marché européen pour son taux d'acidité. C'est un café acide dû à l'altitude pour celui qui est planté au-dessus de 1000 mètres. Le son de la conque ponctue le travail de la cueillette. Le caféier est un arbuste de taille moyenne dont les graines sont faciles d'accès. Il faut qu'elles soient bien mûres pour obtenir un produit de qualité. La récolte est rapide et les meilleurs ouvriers sont très motivés. Le café nous fait vivre, on lui doit tout. La rémunération du personnel est calculée au poids des fruits récoltés. La cueillette mobilise tout le monde. C'est une activité économique majeure car le café assure à lui seul 30% des exportations nationales. Une ressource qui se doit d'être protégée. Le personnel fixe de la Cumplida habite un village construit sur la plantation où résident aussi les familles. Les employés trouvent ici du travail même quand le cours du café s'effondre. Les générations cohabitent. Les enfants ont ici leur école. Et une cantine permet la préparation des repas collectifs. Dans le four cuisent les pains qui donneront des forces aux travailleurs. On y fabrique même à la chaîne les fameuses tortillas, un aliment de base dans toute l'Amérique centrale. La tortilla est faite d'une pâte fine, garnie de viande, de légumes ou de fromage. Elle est préparée avec de la farine de maïs. Le rythme de vie à la plantation est calme et paisible, surtout en fin de récolte, lorsque le café a été emporté vers la coopérative où il sèche à l'air libre. Les grains seront triés et mis en sac pour être transportés. Vers l'ouest, à une altitude inférieure, les surfaces planes conviennent à la culture du tabac, car les eaux de ruissellement n'emportent pas les semis. Le tabac appartient à la famille des tomates et des pommes de terre. Il prospère en Amérique centrale, la terre natale de l'espèce. Quand les feuilles sèchent, la chlorophylle subit une transformation chimique et le vert tourne au brun. Les plus belles feuilles viennent du milieu de la plante. Elles sont mises de côté pour servir de cape, l'ultime enveloppe du cigare. Après une période de fermentation qui peut durer de longs mois, les feuilles débarrassées de leur nervure centrale sont roulées et coupées. Elles prennent la forme du cigare grâce au moule en bois. La précision des gestes, la sélection des feuilles et le calibrage des pièces assurent le goût du cigare, mais aussi la combustion
qu'il ne faut ni trop lente ni trop rapide. Mario Pérez dirige une manufacture. C'est un des principaux produits d'exportation du Nicaragua. À l'heure actuelle, ici on produit environ 2 millions de cigares par an. Ces cigares sont exportés dans 15 pays dans le monde. Dans les campagnes plus isolées, les activités artisanales sont restées extrêmement rustiques et s'exercent en famille. Quant à l'élevage, certaines bêtes cherchant à se faire remarquer, il est parfois difficile de les remettre dans le droit chemin. Encore faut-il s'entendre sur le droit chemin. Sur une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Managua, s'étire une chaîne formée par une dizaine de volcans. Les terres fertiles bordent de chaque côté la cordillère de Los Maribios. Le volcan San Jacinto, aussi appelé Santa Clara, se détache dans un environnement de fumerolles et de petits cratères bouillonnants. L'endroit, baptisé Los Hervideros, les bouillonnements de San Jacinto, doit son existence à une nappe d'eau souterraine chauffée par le magma tout proche. L'eau chaude émerge en amenant des gaz sulfureux à la surface. L'eau peut être colorée par des minéraux dissous ou par des algues microscopiques. Des cristaux blancs de sulfure parsèment le sol en accentuant encore l'aspect irréel d'un site imprégné par l'odeur du soufre. À quelques kilomètres, le Cerro Negro se laisse facilement approcher. C'est pourtant le volcan le plus actif dans la chaîne de Los Maribios, et les coulées de lave récentes ont marqué la région. Sur la face nord, la végétation a pris pied. Ainsi, la couleur verte contraste violemment avec les blocs de lave encore bruts, où la vie réussit à s'immiscer. Le Cerro Negro débute à peine dans l'existence, car il a vu le jour au milieu du XIXe siècle. Au sommet, le soufre habille le promontoire de couleur printanière, aussi lumineuse qu'un rayon de soleil. Petit à petit, la lave se décompose sous l'effet de l'érosion. Elle se désagrège pour former des grains de plus en plus fins. Puis, elle dévale la pente en annexant les terres et en les fertilisant. Un spectacle grandiose qui donne des ailes. Une chaleur intense écrase la ville de Léon, une des plus chaudes du pays. Une ville fière de son passé historique. La cité originelle s'élevait au XVIe siècle près du volcan Momotombo, plus à l'est. Après sa destruction par un séisme, Léon fut reconstruite ici sur un plan en damier typique des villes dessinées par les Espagnols en Amérique.
La décoration et les proportions, les matériaux et la conception des maisons reproduisent fidèlement l'habitat andalou. Seules les plantes tropicales donnent au patio une couleur locale. Le théâtre municipal a été superbement restauré après 40 ans d'abandon. Avec un grand souci du détail, la ville de Léon entretient ses bâtiments et ses traditions. Les selles de cuir finement ouvragées pourraient sortir d'un atelier de Cordoue. La cathédrale est la plus vaste église d'Amérique centrale. On prétend que les ouvriers du XVIIIe siècle utilisèrent le contenu d'œufs de tortue lorsque le ciment vint à manquer. Cela expliquerait la résistance de l'édifice aux nombreux séismes. Un Christ en bois noir dans l'intérieur baroque provient de l'ancienne cathédrale. Dans l'église de la Miséricorde, la Vierge fut sauvée d'un incendie par un esclave qui ainsi gagna la liberté. L'église du Calvaire montre l'influence française sur l'architecture espagnole au XVIIIe. Les lignes austères du couvent et de l'église des franciscains contrastent avec les formes graciles qui allègent l'église de la Récollection. La ville de Léon propose un catalogue complet de l'architecture religieuse coloniale dans le Nouveau Monde. Le grand défenseur des Indiens, Bartolomé de las Casas, prêcha plusieurs fois ici et la massive église de Saragossa surprend par l'élégance de ses 2 tours octogonales. Les fidèles et le clergé de l'église catholique ont dynamisé la vie intellectuelle de Léon. Le séminaire est très rapidement devenu un important foyer d'instruction dans une ville fréquentée par de nombreux étudiants. La plus ancienne université du pays y a d'ailleurs été fondée. Malheureusement, le tiers des Nicaraguayens ne sait ni lire ni écrire. Comme partout, les étudiants sont très impliqués dans la vie politique. Les peintures murales en racontent les grands épisodes. À la fin des années 1970, quand les sandinistes ont pris le pouvoir, les fresques ont fleuri sur les murs pour dénoncer la mainmise des États-Unis et ridiculiser ses dirigeants. L'empreinte culturelle de Léon et le rayonnement du Nicaragua doivent beaucoup à un homme qui a passé son enfance ici. Il fut poète, journaliste, diplomate, et ses souvenirs sont rassemblés dans un musée. Rubén Darío, décédé en 1916. Autre haut lieu de la culture à Léon, le riche musée de la fondation Ortiz Gurdian. Le musée comporte une collection d'œuvres européennes, parmi celles-ci, différents tableaux du génie catalan, Picasso. Plusieurs artistes nicaraguayens sont également représentés, comme Armando Morales. Ces nuances d'encre se délavent dans le crépuscule de Léon. En maintenant le cap vers l'ouest, on traverse d'un coup d'aile l'étroite plaine littorale qui annonce les rivages du Pacifique. L'océan baigne plus de 300 km de côte, rectilignes dans leur partie nord. Les pélicans dessinent des courbes dans le ciel, au large de petits villages comme Las Peñitas et Poneloya. Le rez-de-chaussée des maisons sert d'entrepôt et seul le premier étage est habité, à l'écart de la mer. Ici, les ressources de base proviennent traditionnellement de la mer, même si certains pêcheurs essayent de passer inaperçus. Et même si les influences de cultures extérieures sont bien visibles. Tradition et modernité peuvent de toute façon cohabiter dans un environnement intact. Les plages, de belles dimensions,
et la température de l'eau ne peuvent qu'inciter à la baignade. Plus au sud, comme à Montélimar, des projets d'infrastructures hôtelières montrent la voie du développement. Un atout majeur, la beauté naturelle de la côte. L'océan incurve joliment le rivage à San Juan del Sur. À 25 km du Costa Rica, la passion du football est celle que l'on retrouve partout en Amérique latine. Mais il faut bien reconnaître que l'environnement incite plutôt à prolonger le repas, à vivre l'instant présent et à écouter le temps qui passe. Ici, la côte pacifique dessine une multitude de courbes harmonieuses. Des criques hospitalières déroulent leurs plages où l'océan perd toute vigueur. D'évidence, la solitude y trouvera longtemps encore sa plénitude. Plus au nord, en remontant vers Managua, la ville de Masaya fut brièvement la capitale du pays. Comme Managua, la cité est établie au bord d'un lac de cratères. En dépit de son plan géométrique classique et des références à la présence hispanique, Masaya est un véritable concentré de la culture nicaraguayenne. La technique locale pour chasser les mouches a été inventée par les vendeuses du marché aux poissons. Les poissons sont entaillés pour faciliter la cuisson et présentés en collier. Il reste alors à se tourner vers les préparations maison. La soupe de crabe et le fumet qui s'en dégage méritent visiblement le détour. Derrière des murs en blocs volcaniques se dissimule un marché d'artisanat qui passe pour le meilleur du pays. La cité que Rubén Dario avait baptisée la ville des fleurs doit sa vocation à une exigence des Espagnols. Au milieu du XVIe siècle, ceux-ci avaient ordonné que la ville leur livre des hamacs et des chaussures en tissu. Masaya s'acquitta tellement bien de son obligation que toute l'activité artisanale en bénéficia. De l'autre côté du lac, les coulées de lave mènent à un volcan qui compte parmi les plus actifs des Amériques. Le volcan Masaya s'inscrit dans une immense caldeira perforée de 5 cratères, dont 2 sont facilement identifiables. Le San Fernando est éteint, alors que le Santiago émet des gaz en permanence. Le Masaya suscite l'intérêt des volcanologues pour l'énorme quantité de gaz qu'il rejette dans l'atmosphère. De plus, comme les scientifiques peuvent l'examiner de très près, le volcan est un des mieux connus d'Amérique centrale. De son côté, le cratère San Fernando fait preuve d'un calme absolu. Méfiance tout de même, car le réveil pourrait être brutal. La ville de Diriamba marbre la campagne à 15 km du volcan. Elle se pare de couleurs vives pour une grande fête patronale, la Saint-Sébastien, à la fin du mois de janvier. Les cortèges costumés se forment dans les rues. À travers des thèmes remontant parfois au XVIe siècle, il s'agit souvent de tourner en dérision les colonisateurs espagnols. Le nom même de Diriamba vient de Dirianguen, un grand chef indien qui s'opposa aux Espagnols. El Toro Huaco,
le taureau vide se retrouve dans toutes les fêtes patronales. Un autre moyen de s'exprimer, une très ancienne représentation théâtrale appelée El Huehuense. Lázaro Romero est l'un des organisateurs. Le Huehuense est une pièce de théâtre dansée. Elle est née au XVe siècle en réaction contre la couronne espagnole. C'est une satire menée par le Huehue, qui veut dire le vieux moqueur. On la joue ici depuis environ 500 ans. Les spectacles de la Saint-Sébastien mobilisent la grande foule pendant une semaine. Toutes les composantes de la société trouvent un écho dans les festivités. Les sensibilités rurales sont rythmées depuis des siècles par les saisons et les travaux des champs. Elles enchaînent sans transition avec les vêtements et les références des milieux urbains. L'identité nationale est multiple, elle se démultiplie encore à l'occasion de la fête. ¡Viva San Sebastián! San Marcos, autre localité, autre fête. Les montados, les cow-boys locaux, ont sorti leurs éperons du dimanche et ont laissé leurs troupeaux derrière eux, dans les pâturages. Les tenues d'apparat et l'afflux des arrivants annoncent de grandes festivités qui culmineront le 24 avril. Les statues de 4 saints, patrons de 4 localités différentes, convergent ici en procession. L'événement s'appelle El Encuentro, la rencontre. La première arrivée, la Vierge Noire de Montserrat, sera rejointe par Santiago et San Marcos, le patron de l'endroit. Le trio sera rejoint par San Sebastián. La manifestation est l'expression d'une foi profonde, mais elle donne lieu aussi à des réjouissances populaires qui s'étalent sur plusieurs jours. Une foule en liesse salue le passage del Tope de las Imágenes de San Marcos, la procession des images de San Marcos, qui se dirige vers le village d'El Morón. C'est à l'église d'El Morón que se termine la procession. À moins de 50 km au sud-est de Managua, la ville de Granada est une des plus anciennes implantations espagnoles du pays et des Amériques. Les colons n'ont pas craint d'élever la cité au pied du volcan Mombacho, dont le sommet accroche les nuages. Parfaitement accessible au public, la réserve naturelle du volcan Mombacho a été créée au milieu d'une épaisse forêt humide. Ce type de forêt est très rare sur les basses terres qui bordent le Pacifique. Un étonnant réseau de sentiers permet de sillonner la réserve jusqu'à plus de 1300 mètres d'altitude. Granada bénéficie d'une situation privilégiée au bord du lac Nicaragua. Peu de cités pouvaient lui faire de l'ombre,
et cela dès sa fondation en 1524 par le conquistador Francisco Hernández de Córdoba. Il a donné son nom à la monnaie nationale. La ville reçut un plan géométrique identique à celui de Léon, fondé la même année. Le patrimoine architectural fait l'objet de la même attention, qu'il s'agisse de simples maisons andalouses ou bien de résidences cossues, baroques ou néoclassiques. Beaucoup d'églises ont été reconstruites, comme la cathédrale, au cours de l'histoire tourmentée de la ville. Aujourd'hui, plus rien ne vient troubler la quiétude des lieux publics où s'affairent cireurs de chaussures et marchands de sorbet. Un peu de glace râpée, une dose de sirop de fruits et le rafraîchissement est prêt. Bartolomé de las Casas prêcha dans l'église San Francisco pour dénoncer les exactions contre les Indiens. Comme son appel restait vain, il prit la plume pour écrire à l'empereur Charles Quint. Au Nicaragua, la pratique de la religion catholique a évolué vers la décontraction. La ferveur des fidèles n'en est pas du tout affectée et cela a permis de rajeunir l'assistance. L'ancienne gare ferroviaire ne laisse plus passer les trains. Restauré, le bâtiment héberge aujourd'hui une école technique. Le Supermercado Lacayo donne du marché nicaraguayen un aperçu complet, à la fois visuel et sonore. Entre les préparations semi-liquides et celles comme le tamal, la pâte de maïs que l'on enveloppe dans la feuille de bananier, on peut préférer les produits qui n'ont pas encore subi de transformation. Pour les dollars, il faut s'assurer que le changeur est un homme de confiance. Ici, aucun doute. C'est mon oncle, Abraham Lincoln. Oui, on se ressemble plus sans les lunettes. Les cassez pas, hein? Oui, on trouve tout au marché. Mais la cohue est telle parfois qu'on est content de pouvoir ramener tout le monde à la maison. Sur le lac, à quelques encablures de Granada, 350 îles minuscules, las Isletas, composent un archipel qui s'est formé lors d'une éruption du volcan Mombacho. Les îles sont en effet constituées de blocs basaltiques rejetés par le volcan ou révélés par le glissement de terrain qui suivit. L'endroit est un vrai paradis pour ornithologues. Les blanches aigrettes et les noirs cormorans dominent de leur perchoir la vie sur le lac que les Indiens surnomment Cocibolca, mer douce. Les îles sont pour la plupart des propriétés privées. Il faut débarquer au hasard pour rencontrer de petites communautés aux activités pas toujours traditionnelles. Les blocs de basalte soutiennent les îles qui semblent flotter doucement. Le temps s'écoule au rythme des travaux imposés par la pêche. La fille du pêcheur s'occupe du filet, fait de nylon et non plus de fibres naturelles. Et Manuel Salvador Diaz répare toujours lui-même son embarcation. La vie sur les îles est rustique, mais plutôt confortable.
Seul manque l'électricité. L'île et le lac sont l'univers du pêcheur. On n'est pas venu d'ailleurs, on est né ici. Au milieu du lac Nicaragua, l'île d'Ometepe réunit deux volcans, le Concepción et le Madeiras. Le cône volcanique du premier est un des plus symétriques au monde. Un service de ferry assure la liaison avec Moyogalpa, le port d'Ometepe. C'est le point de passage obligatoire du ravitaillement. C'est aussi le point de départ du bus, le seul élément insolite dans un environnement bucolique où veille le volcan. Le volcan Concepción domine la petite bourgade de Punta Jesús María, le point le plus occidental de l'île. Les eaux du lac ne sont jamais froides. Elles invitent à la baignade et comptent plusieurs espèces de poissons que l'on ne rencontre en principe que dans la mer. Cela accrédite l'hypothèse d'une connexion ancienne avec l'océan. Mais Francisco March n'est pas pêcheur. Jadis, pour les indigènes, cet endroit était sacré. Les principaux chefs de tribu venaient ici fumer le calumet de la paix pour éviter les guerres. C'est pourquoi on trouve ici des vestiges archéologiques. Au centre d'Altagracia se dressent les plus fameuses statues précolombiennes du pays. Les monolithes remontent au IXe siècle de notre ère. En empruntant un isthme étroit, on atteint le volcan Madeiras, où la végétation se répartit par étages. Les cultures et l'élevage montent jusqu'à mi-pente, puis cèdent le terrain à une dense forêt tropicale humide. Un milieu très favorable à la flore et aux fougères arborescentes. Le peuplement d'Ometepe est très ancien. Certains archéologues le font remonter à plus de 12 500 ans. Toutes les composantes ethniques de la population, amérindienne ou métisse, se retrouvent ici. Quant aux instruments de la vie quotidienne, ils n'ont pas évolué depuis longtemps. La récolte du riz est abondante. La céréale sèche au soleil avant qu'on ne la débarrasse des impuretés. Ensuite, elle passe au pilon. Autre ressource locale, la banane. Malgré la concurrence, elle est une des principales exportations agricoles du pays. Le lac Nicaragua est la deuxième étendue d'eau douce en Amérique latine. À l'extrême sud, la localité de San Carlos se trouve à 11 heures de bateau de Granada. Elle ouvre sur l'archipel de Solentinam, 36 îles vouées à la pêche et à l'observation des oiseaux. Les cormorans sont très peu appréciés des pêcheurs avec lesquels ils rivalisent. Leur bec acéré ne laisse aucune chance aux poissons. Sur les îles, beaucoup d'artisans ont installé leur atelier. Leur travail est une affaire de famille.
On a commencé à faire de l'artisanat par nécessité. C'est un prêtre jésuite, Ernesto Cardinal, arrivé ici en 1966, qui s'est intéressé au développement de la communauté. Certains artisans arrivent à faire travailler toute leur famille. Il y a quelques années, certains ont essayé de peindre sur tissu. C'est comme ça qu'a démarré ce qu'on appelle la peinture primitive. C'est de la peinture à l'huile. Le rio San Juan sert de déversoir au lac Nicaragua. Avant de se jeter dans l'Atlantique, il délimite la frontière avec le Costa Rica et traverse une région éloignée de tout. Chez les autochtones, la modification des habitudes alimentaires et l'excès de consommation sucrée ont des effets qui plombent certains sourires. La visite chez le dentiste est toujours une épreuve, même si le praticien est sympathique. Les Américains avaient envisagé de creuser ici le canal qu'ils réalisèrent finalement au Panama. Heureusement pour la forêt tropicale préservée dans sa diversité. Les minuscules grenouilles aux couleurs vives rivalisent d'énergie avec les fourmis coupeuses de feuilles qui rejoignent leur nid sans remarquer le moins du monde l'iguane basilic, expert dans l'art du camouflage. Comme l'aigrette qui prend peur, le rio San Juan change soudain de rythme et accélère dans les rapides du diable. Pour contrer les ennemis qui remontaient le fleuve, les Espagnols construisirent à El Castillo la forteresse de l'Immaculée Conception. La façade est du Nicaragua fut découverte par Christophe Colomb en 1502. Il accosta à la hauteur d'un endroit appelé aujourd'hui Bluefields. À 70 km des côtes, l'avion se pose sur Bighorn, la plus grande des îles Cornes, en pleine mer des Caraïbes. La chaloupe rapide est le seul moyen de liaison avec la petite île sœur, Little Corn. Les îles portent le nom de corn, maïs en français, car jadis elles ravitaillaient Bluefield en maïs. Avant l'époque espagnole, les îles étaient peuplées d'Indiens Kukras. On sait peu de choses à leur sujet, si ce n'est leur tendance à manger de la chair humaine. Le réseau routier de Little Corn est réduit à sa plus simple expression. Pourtant, les communications se mettent en place avec l'arrivée des premiers plongeurs attirés par les beaux fonds coralliens. Le premier caboteur venu entraîne une activité fébrile. Mais une fois le transbordement accompli, l'île retrouve la sérénité. Peu d'îles dans la mer des Caraïbes sont restées aussi authentiques. À la hauteur de ses ambitions, le Nicaragua dispose d'un potentiel considérable. L'histoire a laissé ici des traces profondes. Et la nature a paré le pays d'une beauté qui associe le ciel et la terre dans un lien encore intact.